La maladie d'Alzheimer intéresse aujourd'hui la cité. Elle a été érigée en grande question, à la fois par les sociologues, les médecins au premier chef, tous ceux qui ont pris la mesure de l'importance historique de son impact dans la société actuelle. Et puis, il faut ajouter qu'elle intéresse la cité parce qu'elle n'est pas qu'un problème médical. Elle n'est pas, il faut le préciser aussi, puisque nous sommes à l'espace éthique, elle n'est pas seulement un problème éthique, ou alors elle est un problème éthique tout en étant aussi un problème pour la cité. Je pourrais ici me voir objecter qu'il n'existe pas de problème éthique qui ne soit pas aussi un problème pour la cité, dans la mesure où toute personne, tout sujet moral, tout problème humain ressortissent aussi quelque part à la vie de la cité. Pour être plus précise ici, je dirais qu'il y a interpellation de la cité, d'une part parce qu'il s'agit de problèmes humains, mais plus spécifiquement à propos de la maladie d'Alzheimer, parce qu'il y va d'une part d'une pathologie donc, à laquelle notre société contemporaine est particulièrement sensible. Son expansion fait problème. Nous nous demandons, quelle que soit notre position dans la cité, si ce mal du siècle est induit, bien sûr, par notre mode de vie, si la cité telle qu'elle est organisée, la cité démocratique dans les sociétés développées, est pour quelque chose dans l'essor, l'expansion de cette pathologie. Et puis, d'autre part, il y a interpellation politique spécifique, vraiment liée à ce qu'est la maladie d'Alzheimer, parce qu'il y va de la place occupée par chacun, occupée d'une part par le patient, d'autre part par ceux qui l'entourent, les médecins bien entendu, mais je pense surtout aux accompagnants, aux concernés, aux aidants, dans l'espace de la cité. Cette place, elle est encore à définir. Elle n'est pas prescrite, elle n'est pas assignée, ni par une longue tradition, ni par une nécessité médicale péremptoire, comme celle qui prescrit de transporter un malade dans une unité de soins intensifs ou dans un service quelconque des hôpitaux. Là, il y a interrogation, il y a même inquiétude. Où sont les patients Alzheimer? Quelle place ces personnes occupent-elles dans l'espace de la cité? Sont-elles encore des citoyens? Si elles sont toujours des citoyens, comment assument-elles leur citoyenneté? Comment leur entourage peut-il se charger d'une partie de leur citoyenneté, ce qui n'est pas du tout évident, puisque la citoyenneté par définition est portée par le citoyen lui-même. Et nous voyons bien là qu'il y a un flou, il y a quelque chose que nous ne savons pas dire, non plus que de l'éloignement. Nous
ne savons pas dire grand-chose de la place occupée au sein de la cité, et nous ne savons pas dire grand-chose non plus corrélativement de l'éloignement par rapport à la cité. Hein, même si nous voulons croire, ou si nous faisons un principe de considérer que le patient d'Alzheimer reste un sujet dans la cité, il n'empêche que son rôle actif, ses facultés de prendre part à la vie sociale et civile sont altérées. Donc, quelle est la mesure de cette altération ? Je parle là, encore une fois, en termes éthico-politiques et non pas en termes médicaux. Les médecins, c'est leur travail de savoir. Je crois d'ailleurs qu'ils ne sont pas forcément d'accord entre eux sur la nature même ou le degré même de l'atteinte que peut produire la maladie d'Alzheimer sur un patient en termes de perte de capacité. Mais là, c'est une affaire que je leur laisse, bien sûr. Pour l'éthicien et le politiste, et le spécialiste de philosophie politique, il s'agit de savoir si ce sujet qui n'en est plus tout à fait un, en tout cas quant à l'usage de ses compétences, s'éloigne du centre de gravité de la cité, et comment cet éloignement peut être pensé. Est-ce que cet éloignement est supportable? Est-ce qu'il est licite en termes éthiques? Est-ce qu'il faut au contraire le considérer comme inacceptable? Et en quoi consiste-t-il? Et s'il faut en prendre la mesure et lui donner une place, paradoxalement donner une place à l'éloignement, eh bien, comment faut-il faire? Alors, je réfléchirai ici sur ce que j'appellerais la relégation. Enfin, le mot existe, bien entendu, ce n'est pas moi qui l'invente, mais je crois que c'est un concept à propos du patient Alzheimer qui peut être utile, parce que la relégation possède un sens, on pourrait dire, actif et passif. Et il y a effectivement une logique de la relégation, une logique double, celle d'une mise à l'écart, la logique du bannissement, puisque depuis l'Antiquité, la relégation, c'est un équivalent à peine euphémique du bannissement. Les gens dont on ne veut plus, pour des raisons politiques, puisque nous sommes ici dans le champ politique, on les relègue, la cité les relègue. En France, nous avons le terme de limogé dans l'administration, malheureusement pour les habitants du Limousin. On voit bien ce que c'est que de reléguer dans une place, ou dans un poste, ou dans un endroit éloigné du centre des affaires. Il y a une mise à l'écart qui est liée à la volonté de ne plus donner toute sa place à quelqu'un. Ça, c'est le premier aspect de la relégation, et c'est effectivement son aspect le plus violent, dans la mesure où cette relégation est une mesure qui frappe, comme l'a
langue dit si bien, qui frappe un individu, il ne faut pas se cacher que le patient Alzheimer se trouve en situation objective de relégation. Il faut essayer de voir en quoi elle consiste et essayer de voir quels sont ses effets. Et puis il y a l'aspect subjectif de la relégation. Subjectif, ça veut dire, d'ailleurs qui peut être articulé au premier aspect, à la dimension objective. Subjectif, ça veut dire que c'est le sujet lui-même qui se fait l'agent de sa propre relégation. D'une part, s'apercevant qu'il y a une relégation objective, eh bien, il l'intériorise, il en prend son parti, et il va peu à peu construire on pourrait dire une rationalisation, une justification, même si elle n'est pas bien sûr rationnelle, de sa propre relégation, c'est-à-dire il va essayer de mériter en quelque sorte, à sa manière, la relégation dont il est l'objet. Alors, en quelque sorte, il va se l'approprier, on pourrait dire. S'approprier sa relégation pourrait être aussi une façon de la surmonter. Voilà, reléguer, effectivement, le patient Alzheimer dans la société qui est la nôtre gêne. Il gêne parce qu'il n'a plus ses capacités habituelles, antérieures, et il gêne d'autant plus que notre société, j'insiste bien sur le fait que c'est notre société en tant que telle, dans ses valeurs, dans ses schèmes directeurs qui est là sur la sellette. Notre société en tant que telle, celle qui a choisi de valoriser, de magnifier l'individualité, l'autonomie, etc., notre société est très démunie par rapport justement à la perte d'autonomie, à la perte de quant à soi individualiste. Ce quant à soi individualiste qui se traduit en particulier dans les valeurs qui sont les nôtres et que nous déclinons sans cesse, les valeurs psychomorales qui sont les nôtres. Ce quant à soi individualiste se traduit en particulier par la maîtrise complète de sa mémoire. La mémoire joue dans notre culture un rôle tout à fait fondateur, à la fois de manière individuelle et de manière collective. Là, ça serait d'ailleurs un sujet qu'on pourrait explorer vraiment parallèlement, mais ça ne concernerait pas que Alzheimer, mais nous sommes dans une société qui comme aucune, sans doute auparavant, exalte la mémoire individuelle et la mémoire collective. Ça ne veut pas dire que cette exaltation de la mémoire se traduise toujours par une capacité de la transmettre. C'est peut-être parce que nous savons moins bien la transmettre qu'à chaque fois il faut la recommencer, il faut que les individus y consacrent le meilleur d'eux-mêmes comme s'ils devaient réinventer leur mémoire à chaque fois, alors que dans les sociétés antérieures, je pense que la mémoire était un lait que l'on se transmettait comme une argenterie ou comme un bouquet de mariée de mère en fille. Alors, toujours est-il que cette mémoire dont nous sommes, nous, en tant qu'individus, individus rois de la société contemporaine, dont nous sommes à la fois les constructeurs, les maçons et les maîtres, c'est une mémoire qui exige une vie
permanence de tous les instants. D'ailleurs, nous avons multiplié les dispositifs technologiques qui nous permettent de veiller, de constituer notre propre fonds d'archives et de veiller jalousement sur sa conservation, sa reproduction, sa circulation à travers aujourd'hui effectivement les moyens à la fois les plus simples d'usage et les plus sophistiqués de conception. Nous sommes donc chacun notre petit archiviste de notre propre vie. Nous constituons dès la naissance, enfin les parents constituent dès la naissance de leur enfant, parfois même avant que l'enfant soit né, un album de bébé qui recueille les moindres inflexions de la vie et de la croissance du petit personnage. Et ça va continuer ainsi pendant toute une vie. Je ne vais pas développer parce que c'est quelque chose que tout le monde connaît très bien et nous sommes tous impliqués dans ce type de démarche. Donc, une société qui valorise beaucoup la mémoire. Au collectif, est-il besoin de rappeler que nous sommes dans une société d'hyper-attention, d'hyper-investissement mémoriel. Puisque, là encore, sans doute, cette hyperactivité mémorielle est-elle à mettre en rapport avec un flottement tout à fait marqué dans nos certitudes identitaires. La crise d'identité se double d'une hyperactivité mémorielle. Nous avons besoin de reconstituer, en choisissant bien entendu nos souvenirs, un peu comme les souvenirs individuels d'ailleurs, nous avons besoin de reconstituer un récit de notre propre passé qui nous permette de nous dire, voilà, nous sommes, d'abord il y a un nous, et puis nous sommes ce peuple, cette nation, ce pays qui a vécu ceci et cela. Hypertrophie de la mémoire. Et pour en revenir au patient Alzheimer, c'est précisément là que lui marque son manque. Il est celui qui, dans cette société de la mémoire tous azimuts, manque à sa place de porteur de mémoire. De mémoire non seulement au sens de la place qu'il prend dans la mémoire collective, mais au sens où les menues actions de sa vie, jusqu'aux détails les plus insignifiants de ce qu'il a fait dans un passé récent, lui échappent. Et c'est peut-être là qu'il crée le scandale le plus perceptible. Dans sa perte d'autonomie, il y a beaucoup de manières de perdre son autonomie. Il y a l'autonomie motrice, il y a l'autonomie intellectuelle et morale, mais cette autonomie, là, intellectuelle et morale, précisément articulée à la mémoire, est celle que notre société voit sans doute avec le plus de douleur se détériorer, celle dont la perte représente pour notre société quelque chose de vraiment irréparable. Et en cela, il va y avoir pour la cité d'aujourd'hui la tentation très forte de voir dans le patient Alzheimer quelqu'un qui manque là où justement on attendrait de la manière la plus
tendue, hein, la plus exigeante, que l'individu assure son rôle. La logique de la relégation se fait certainement plus forte, plus puissante à cet endroit, hein, du manquement à la mémoire. Qu'est-ce que c'est que la logique de relégation? C'est celle qui met à la périphérie. J'ai dit tout à l'heure, c'est un bannissement qui, là, en l'occurrence, ne sera pas prononcé, tout du moins, s'il vient à être prononcé de façon civile, ce sera au terme de constats de plus en plus nombreux, de plus en plus impuissants, de la disqualification du sujet atteint par la maladie. Et avant même d'être prononcée, cette relégation se fera, hein, la logique sera entamée parce que il y aura une façon de dire non, toi tu n'es plus au milieu, tu n'es plus au centre de la vie de la cité, tu es celui, ou tu es celle bien sûr, qui, n'ayant plus cette main sur ta propre mémoire, et quelque part aussi sur la mémoire du groupe, ne peut plus y tenir sa place correctement. La relégation, ce sera donc une façon de, j'emploierai l'image, de couper le micro à quelqu'un, avant même que la personne ait pu, après tout, faire les tentatives qui sont les siennes, hein, de s'exprimer. Il y aura relégation au sens où il y aura une tendance à devancer sa disqualification. Hein, sa disqualification objective sera une affaire constatée et enregistrée qui donnera lieu à une relégation. Par quoi se traduit concrètement la relégation? Nous le savons tous, dans la vie quotidienne, elle consiste à ne pas attendre que quelqu'un ait lui-même fait 2 ou 3 tentatives, ou 4 ou 5, pour s'exprimer sur tel sujet, ou pour rechercher telle chose, tel objet qu'il a égaré, ou voire qu'il a caché sans s'en apercevoir. Donc devancer son incapacité, hein, devancer sa disqualification objective en faisant comme si il devenait impossible d'attendre quoi que ce soit de lui. Hein, le relégué, c'est celui dont on n'attend plus rien et qu'on ne prendra plus la peine dont on ne prendra plus la peine d'attendre justement qu'il ait trouvé lui-même ses propres solutions. Or, ce que nous savons, hein, ce que nous apprenons à la fois de la médecine et des accompagnants qui côtoient au quotidien les patients Alzheimer, c'est que même si bien sûr il y a une disqualification objective, hein, si des pertes de moyens qu'il n'est pas question de nier, il y a parfois des effets de vicariance, enfin, c'est-à-dire il y a des effets de remplacement, hein, il y a des effets de substitution, où par un biais qu'il appartient au patient de trouver lui-même, il va finalement pallier la carence ponctuelle qui aura été constatée. C'est-à-dire qu'il n'arrivera pas à se souvenir de quelque chose de précis, mais finalement,
dans une conversation qui aura lieu juste après le constat de son trou de mémoire, eh bien, il va faire revenir ce dont il ne se souvenait plus, ou il va donner à son interlocuteur, à son vis-à-vis, le moyen de reconstituer le chaînon manquant, hein, parce qu'il va lui tendre les perches qui finalement permettront de comprendre ce qu'il aurait voulu dire. C'est quelque chose qui se produit assez fréquemment. Je dois dire d'ailleurs que là, on observe le même type de vicariance chez d'autres types de patients, et pour avoir un peu fréquenté, et pour rester même assidûment au contact des spécialistes du polyhandicap, hein, je sais bien que c'est aussi ce que disent les gens qui témoignent de leur expérience. C'est-à-dire que quelqu'un dont on n'attendait plus rien à cause d'un très grave handicap va trouver les moyens quelque part, lui seul sait comment, et en général il ne sait même pas comment, de faire savoir ce qu'il n'a pas pu ni dire ni faire, et de le faire exister. Alors, la relégation, pour y revenir, elle consiste à mettre de côté, mais je dirais elle est plus active que cela. Elle consiste d'abord, avant qu'il y ait relégation, il y a un constat d'impossibilité qui est fait. Il y a un jugement, un non possumus ou un non potest, pour parler latin, c'est-à-dire nous n'arrivons pas à tirer quoi que ce soit de lui, de cette personne, en termes de vie quotidienne, en termes de participation à la vie normale, et il est incapable. Là, nous constatons qu'il est incapable, soit de dire, de donner des renseignements, ça peut être sur des très petites choses tout à fait banales, tout à fait concrètes de la vie quotidienne, comme savoir où il a mis l'ordonnance de son médecin ou de sa dernière consultation. Ça peut être savoir quel est son numéro de téléphone, ou savoir qui sont ses petits-enfants. Bon, peu importe. Donc il en est incapable. Et la relégation, elle commence en quelque sorte, avant la relégation effective, elle commence avec ce jugement, avec ce constat d'échec, avec ce constat d'impuissance. Et là, dans cette dimension, il y a effectivement une position morale, et je dirais une position morale et politique. Parce que, avec le constat que quelqu'un est incapable, et au moment où on tranche sur le fait que quelqu'un est incapable et qu'il n'y a rien à attendre de lui, dans tel ou tel domaine, il y a effectivement une mécanique qui se met en marche et qui va logiquement conduire d'une part à sa mise à l'écart, à cette personne, et d'autre part au recours à des solutions de remplacement, ces solutions de remplacement qui vont être l'appel évidemment à des tiers, le placement en institution, etc. Cette mécanique, attention, je ne suis pas en train de dire qu'elle est mauvaise en soi. S'il y a maladie d'Alzheimer, il y a bien entendu des carences graves auxquelles il est absolument vital pour la personne concernée de répondre, et auquel il faut que des tiers individuels ou institutionnels remédient. Mais il y a relégation peut-être dans une certaine précipitation du jugement, ou dans une généralisation du jugement. C'est-à-dire que,
entre aider quelqu'un qui est en carence du fait de son atteinte pathologique et le reléguer, où est la différence? La différence, c'est que dans le cas de l'aide, on aura en quelque sorte essayé toutes les solutions et on ne déclenchera le recours à l'aide, individuelle ou institutionnelle, spécialisée ou non, que lorsqu'on saura bien que la personne ne peut pas elle-même répondre. Hein, lorsque on aura épuisé en quelque sorte les solutions, les stratagèmes que le patient lui-même, comme je le disais tout à l'heure, peut découvrir de façon parfois assez inattendue pour remédier à sa propre carence. Alors, hein, si on a attendu et si on a pris la peine de considérer ce patient comme capable de quelque chose, il faudra évidemment penser qu'à cet endroit précis, il est passible d'une aide. Mais à cet endroit précis seulement. Il y a dans la relégation, je le disais à l'instant, d'une part une démarche de précipitation. On en revient au vieux schéma cartésien, précipitation et prévention. Hein, c'était pour Descartes les deux ressorts de l'erreur, voire de la faute. Précipitation et prévention. Précipitation, c'est-à-dire on n'attend pas que la personne puisse élaborer les stratagèmes ou les voies trouver les voies de traverse inattendues qui vont lui permettre finalement de remédier lui-même à sa propre carence. Et puis prévention, c'est-à-dire qu'on aura prévention pas au sens moderne, hein, prévention au sens d'être prévenu contre. On se sera fait une religion d'emblée. Bon, donc on va devancer pour gagner du temps, pour gagner de la rationalité, que sais-je encore, hein, pour gagner peut-être de la tranquillité, comme ça on sait qu'on aura fait ce qu'il faut, mais oui, on aura fait ce qu'il faut, mais au prix évidemment, hein, d'une démarche qui va sortir du jeu la personne. Alors, relégation, il faut aussi entendre, après tout, le sport et le vocabulaire sportif habitent tellement nos discours sociaux qu'on peut ici l'évoquer. La relégation, c'est aussi la punition d'une équipe qui tombe dans la division inférieure. Hein, être en position de relégation. Bon, alors, la différence avec le sport, c'est que la relégation, c'est l'équipe qui, si elle est en position de relégation, c'est à elle de faire sa preuve, de faire la preuve qu'elle n'a pas à être reléguée et qu'elle peut rester dans la division où elle se trouve. Mais on ne va pas préjuger, hein, de sa relégation. Et puis si vraiment elle est incapable ou elle est trop peu combative, elle sera effectivement reléguée. Là, dans le cas de la relégation dont je parle, c'est ce qu'il y a de cruel, c'est qu'on ne va pas attendre, encore une fois, que le sujet lui-même s'auto-relègue. Hein, il y a même la relégation, c'est précisément de ne pas attendre. Ça consiste précisément à ne pas attendre, à ne pas lui faire confiance. Et c'est là qu'il y a bien une dimension morale à laquelle je vais revenir dans quelques instants. Cette relégation qui consiste à désespérer trop vite, hein, des capacités d'un patient, elle pêche effectivement par excès de rapidité, hein, par précipitation, comme disait Descartes à propos des erreurs de méthode,
mais elle pêche aussi par généralisation, c'est-à-dire ce qui caractérise, nous le savons, sans être experte, je crois avoir compris cela, des discours qui sont tenus sur des discours médicaux qui sont tenus sur les patients Alzheimer, hein, nous savons que le degré de capacité, au contraire d'inhibition, même si la maladie progresse inéluctablement, est toujours imprévisible. C'est-à-dire qu'un patient va pouvoir, sur tel front, à telle interpellation, être totalement incapable de répondre aux sollicitations qui lui sont faites. Et puis, au contraire, il va pouvoir, je le disais tout à l'heure, de manière inattendue, soit trouver un chemin de traverse, soit, dans un autre domaine, faire la preuve qu'il a encore beaucoup de choses, et en particulier sur le plan de la mémoire, de souvenirs, à partager avec son entourage. Hein, il y a toujours un caractère aléatoire qui dépend, faute de mieux, nous savons, s'il est aléatoire, ça veut dire que nous ne savons pas de quoi il dépend, et nous pouvons être tentés de mettre cet aléa au crédit du patient lui-même, c'est-à-dire que finalement c'est en lui, hein, c'est en lui-même que le patient va trouver les ressources qui vont lui permettre, dans telle ou telle situation d'interpellation ou de sollicitation, de fournir une réponse. Il y aurait donc, devant ce caractère aléatoire, ce caractère toujours ouvert de la sollicitation du patient Alzheimer, il y aurait donc quelque chose de cruel, d'inhumain, à considérer que la situation est fermée. Le pronostic négatif qui consisterait à systématiser l'incapacité, en disant ça de toute façon il ne pourra pas le faire, est un pronostic qui va vraiment porter atteinte à sa qualité de sujet. On me dira que chez un patient qui est arrivé à un délabrement important de ses capacités, il ne faut pas non plus se raconter l'histoire, et que le pronostic peut être fait, et même doit être fait avec rigueur, pour justement protéger ce patient. Il ne s'agit pas d'attendre de lui qu'il puisse répondre à des sollicitations ou accomplir certains gestes ou s'occuper de lui-même alors que précisément il ne le peut plus, et le laisser se débrouiller avec sa propre carence. Ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Mais précisément, hein, le reconnaître comme sujet, c'est peut-être lui faire confiance aussi longtemps qu'il est possible de le faire, en sachant que si certaines de ses facultés sont atteintes, d'autres au contraire sont moins atteintes et vont pouvoir suppléer peut-être à l'atteinte d'une partie de ses facultés. Qu'est-ce qui peut être opposé à cette logique de la relégation? Précisément, je dirais, un principe, on a besoin de principe. On a besoin d'épouser le terrain et d'épouser les moindres inflexions de la conscience du sujet, comme je viens de le dire, et lui faire confiance jusqu'au bout. Mais on a aussi besoin de principe. Et c'est toute la difficulté là, de l'approche éthique, à savoir de concilier des principes et une très grande flexibilité à l'écoute des situations. Donc, on a là un principe, hein, qui consiste qui est, me semble-t-il, vraiment un principe clé, un principe fondateur de l'approche éthique là, en matière d'approche en matière
maladie d'Alzheimer, relativement à la maladie d'Alzheimer, c'est que la logique de la relégation, hein, celle qui part donc d'un constat trop hâtif ou trop généralisateur, doit être combattue parce que précisément il y a chez le patient une sorte de fatalisme de la relégation. Hein, il y a une dynamique de l'auto-relégation. Et le principe consiste à dire nous ne devons pas, l'entourage, les soignants, les aidants, les accompagnants, etc., doivent éviter de reléguer, c'est-à-dire de cataloguer trop tôt et trop généralement comme incapable, parce que le patient, lui, a à sa disposition une capacité d'auto-relégation. Hein, il a la capacité, d'une part, quelque part, de répondre et de trouver des astuces pour répondre à des sollicitations qui lui sont faites alors qu'il ressent certaines carences, je l'ai dit plusieurs fois, mais il a aussi à sa disposition une faculté, il faut aussi l'appeler comme ça, une faculté qui est profondément mortifère, qui est celle de s'auto-reléguer. Je ne suis pas capable de faire cela, je suis trop bête pour faire cela, je suis trop vieux, je suis trop racorni, je suis trop fatigué. Nous savons que ça marche même, puisque je parle de vieillesse, sortons même du cadre de la vieillesse, nous savons que ça marche même, les pédagogues le savent, pour des sujets jeunes qui sont en situation d'échec scolaire. Il n'y a pas pire vecteur d'échec scolaire que la conscience du petit garçon ou de la petite fille qui se sent en début de relégation, auquel le maître ne pose plus de questions parce que de toute façon il ne saura pas répondre, etc. C'est quelque chose qui est aujourd'hui très bien connu, et il va en rajouter du côté de bon, vous avez bien raison de me trouver bête, et de toute façon moi ça ne m'intéresse pas, et de toute façon je ne suis pas capable d'avoir ma place ici. Je crois que chez le sujet vulnérable, hein, il y a une sorte de comment dire, le mot complaisance est peut-être trop fort, parce qu'on pourrait croire qu'il prend plaisir, et laissons le plaisir hors du champ ici, mais il y a une installation dans la place qui lui a été assignée par les autres, hein, qui va être tout simplement source d'un certain confort, qui va avoir le mérite, bon, cette place moche là, comme celle de Cendrillon au coin de l'âtre, hein, cette place moche, cette place reléguée, eh bien finalement c'est la place qui lui aurait été donnée. Ça veut dire quelque part qu'il existe pour qu'on lui ait donné une place. Donc c'est la confirmation qu'il y ait au moins quelque chose. Et je crois qu'il y a là une façon d'assumer la vulnérabilité, le regard que portent les autres sur la personne vulnérable, qui, disons, trivialement parlant, va l'amener à en rajouter du côté de sa vulnérabilité. Et je crois que en cela, le patient Alzheimer relève lui aussi de cette logique. Donc, pour en revenir à l'idée de relégation, il y a une sorte de double peine, hein, dans l'attitude de reléguer, hein, dans l'attitude active de reléguer le patient, le condamner d'avance, et
de façon précipitée et généralisée à une incapacité, et d'autre part activer, deuxième aspect de la peine, hein, activer, stimuler sa capacité à lui de s'auto-reléguer. Alors, il faut voir, hein, la relégation, c'est toujours un processus synergique. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui, comme je l'ai dit initialement, se fait contre une personne, mais c'est aussi quelque chose qui va être accéléré, voire un processus qui va être radicalisé par le sujet lui-même de façon désespérée, comme si c'était peut-être sa dernière chance d'agir comme sujet. Je ne suis plus que cela, je suis celui qui se relègue.